Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est aujourd'hui consacrée à un génie, au génie du XXe siècle, à l'homme qui, à la surprise de tous les physiciens et mathématiciens de son époque, a énoncé des théories qui ont bouleversé les notions de l'espace et du temps. À celui à qui nous devons la formule que nous connaissons tous, mais que pour la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas vraiment, E égale mc2. Correspondance est consacrée à Albert Einstein. Albert Einstein, qui naquit à Ulm en Württemberg le 14 mars 1879. Une enfance à Munich où son père dirige une petite usine électrique, une petite boussole qu'il reçoit de son père pour ses 4 ans et qui va peut-être susciter l'intérêt d'Albert Einstein pour la physique. Une scolarité sans enthousiasme, un élève plutôt indiscipliné, indécis sur l'orientation qu'il veut donner à sa vie, mais qui montre une prédisposition aux mathématiques et à la physique. À 21 ans, Einstein tombe amoureux d'une ancienne camarade de classe. Elle s'appelle Mileva Marić. Elle est serbe et n'est pas acceptée par les parents. Dans la lettre que je vous propose, Albert Einstein lui en fait part. Septembre 1900. Albert Einstein écrit à Mileva. « Ma toute petite, ta chère lettre, la première, est arrivée hier soir de chez toi. J'ai déjà commencé par en lire les lignes dans le calme de ma chambre, et ce, 3 fois de suite. Puis, tout heureux, je l'ai relu longtemps entre les lignes. Enfin, je l'ai glissé dans ma poche avec un sourire béat. Bonne maman est très agréable et n'aborde pas le sujet délicat. D'autant plus que ma bonne humeur, ma popularité parmi les estivants et mes succès musicaux mettent un peu de baume sur son cœur de belle-mère, si bien que la situation est maintenant presque supportable. J'ai aussi reçu une lettre que papa m'a écrite pour me faire la morale en attendant mieux, car il m'a promis qu'il me dirait l'essentiel plus tard de vive voix. Conscient de mes devoirs, je m'en réjouis à l'avance. Je comprends très bien mes parents. Ils considèrent que la femme est pour l'homme un luxe que celui-ci ne peut s'offrir qu'une fois son existence bien assurée. Pour ma part, j'apprécie très peu cette façon de concevoir les relations entre hommes et femmes. Elle signifie en effet que l'unique différence entre une épouse et une putain, c'est que la première, grâce à des conditions de vie plus favorables, est d'extorquer à l'homme un contrat pour la vie. Une telle façon de voir les choses s'explique tout simplement par le fait que pour mes parents, comme pour la plupart des gens, les sens exercent un contrôle immédiat sur les émotions. Alors que pour nous, le plaisir de vivre s'accroît à l'infini grâce aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Mais nous ne devons pas oublier combien d'existences comme celle de mes parents rendent la nôtre possible. Dans l'évolution sociale de l'humanité, elles sont en effet de loin la composante la plus importante. La faim et l'amour continuent à être des mobiles si puissants dans la vie qu'ils permettent d'expliquer presque tout sans avoir besoin de tenir compte d'autres motivations. C'est pourquoi j'essaye de ménager mes parents sans céder pour autant sur ce qui me semble important, à savoir toi, mon cher amour. Quand tu n'es pas avec moi, j'ai l'impression de ne pas être entier. Quand je suis assis, j'ai envie de marcher. Quand je marche, j'ai envie de rentrer à la maison. Quand je me distrais, j'ai envie de travailler. Quand je travaille, la réflexion et le calme me font défaut et quand je vais me coucher, je ne suis pas satisfait de la journée que je viens de passer. Amuse-toi bien, mon petit cœur. Je t'embrasse de toutes mes forces. Ton Albert. En 1905, Albert Einstein épousera Mileva Marić et ils auront 2 enfants.
Albert Einstein obtient le diplôme d'ingénieur et il entre dans la vie active en enseignant dans des lycées qui veulent bien de lui. Qui pouvait alors imaginer que ce petit ingénieur allemand, qui vit en Suisse, allait marquer le XXe siècle par son extraordinaire génie scientifique? Personne. Et pourtant, en 1902, Einstein quitte l'enseignement pour un poste d'expert technique au Bureau fédéral des brevets à Berne. Il est alors chargé d'examiner et de juger des brevets d'invention. Un travail qui va développer son imagination, sa créativité, un poste qui va lui laisser du temps pour se consacrer à la recherche et qui va lui laisser la liberté d'approfondir les problèmes les plus difficiles de la physique. 1905. Albert Einstein se révèle un génie du monde scientifique. Il publie 4 articles d'une portée scientifique majeure qui le propulsent sur le devant de la scène scientifique mondiale. Le 4e de ces articles est une première approche de ce qui deviendra plus tard sa théorie de la relativité restreinte et qui remettra en cause la conception classique de l'espace et du temps. Einstein va bousculer notre vision du monde. Un 5e article contiendra la célèbre formule d'équivalence entre la masse et l'énergie, E égale mc2, qui deviendra un des piliers de la physique nucléaire. Une vie scientifique au plus haut niveau, mais une vie privée chaotique. Marié, père de 2 enfants, il rompt avec Mileva, mais il lui propose une cohabitation avec des règles pour le moins surprenantes. La lettre que je vous propose dévoile un Albert Einstein inattendu et le rend très humain. 18 juillet 1914. Ah, assure-toi, petit 1, que mes vêtements et mon linge soient tenus en bon ordre et en bon état. 2, que je reçoive régulièrement mes 3 repas dans ma chambre. 3, que ma chambre et mon bureau soient toujours tenus propres, en particulier que le bureau ne soit accessible qu'à moi seul. B. Tu renonces à toute relation personnelle avec moi tant qu'elles ne sont pas absolument indispensables à des fins sociales. Plus précisément, fais
sans ma présence à tes côtés à la maison, sans mes sorties ou voyages avec toi. Dans tes relations avec moi, engage-toi explicitement à adhérer au point suivant. Petit 1. Tu ne dois ni espérer de l'intimité de ma part, ni me reprocher quoi que ce soit. Petit 2. Tu dois cesser immédiatement de t'adresser à moi si je le demande. Petit 3. Tu dois quitter ma chambre ou mon bureau immédiatement sans protester si je te le demande. D. Tu t'engages à ne pas me dénigrer, en mots ou en actes, devant mes enfants. Einstein, génie scientifique, n'en était pas moins père, mais un père qui entretenait des relations distantes et même parfois hostiles avec ses enfants. Leur éducation était un sujet sacré. Voici une lettre de conseil paternel à son fils Hans Albert. Une lettre écrite en 1915. « Mon cher Albert, j'ai reçu hier ta gentille lettre et j'en étais très heureux. J'avais déjà peur que tu ne m'écrives pas du tout. Tu m'as dit quand j'étais à Zurich que c'est gênant pour toi quand je viens à Zurich. Pour cette raison, je pense qu'il serait mieux que nous nous retrouvions à un autre endroit où personne ne nous gênera. En tout cas, j'insiste sur le fait que nous devrions passer un mois entier ensemble chaque année pour que tu comprennes que tu as un père qui t'apprécie et qui t'aime. Tu pourras apprendre beaucoup de choses bien et belles grâce à moi, des choses que d'autres personnes auront plus de mal à t'offrir. Ce que j'ai accompli à travers mon long et laborieux travail ne devrait pas uniquement servir à des étrangers, mais devrait servir en particulier à mes petits garçons. J'ai terminé ces jours-ci l'une des plus belles œuvres de ma vie. Je t'en parlerai quand tu seras plus grand. Je suis très heureux que tu sois content de jouer du piano. Cette occupation et la menuiserie sont de mon point de vue les meilleurs passe-temps possibles à ton âge. Ils sont bien plus importants que l'école, car ce sont des choses qui conviennent très bien à un jeune garçon comme toi. Joue surtout des choses qui te plaisent, même si ton professeur ne te les propose pas. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, quand on fait quelque chose avec tellement de plaisir qu'on ne voit pas le temps passer. Je suis parfois tellement absorbée dans mon travail que j'en oublie le repas de midi. Embrasse bien Tété, papa. Mes respects à maman. Bien à vous. Einstein. De 1905 à 1913, Albert Einstein vit une période un peu instable, plongé dans ses recherches et ses publications. Il vit à Berlin où il va rester une vingtaine d'années, se remariera avec l'une de ses cousines, a pris la nationalité suisse, mènera une vie retirée pendant la guerre 14-18. La guerre terminée, sa théorie de la relativité restreinte a les honneurs de la presse. L'Académie des sciences de Suède lui décerne le prix Nobel de physique en 1921. Einstein a 46 ans. Il reçoit ce prix Nobel pour avoir le premier énoncé la loi de l'effet photoélectrique, conséquence de ses conceptions sur les quantas de lumière. Le saviez-vous ? Le paradoxe des jumeaux est un intéressant paradoxe temporel. Soit deux jumeaux nés le même jour. L'un reste sur Terre et l'autre voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, soit 300 000 km/s, pendant plusieurs années. Lorsqu'il reviendra sur Terre, il sera plus jeune que son frère. Leurs temps propres respectifs se sont désynchronisés l'un de l'autre, comme le veulent les principes de la relativité restreinte.
1910. L'université allemande de Prague offre à Albert Einstein une chaire de physique théorique qu'il occupera jusqu'en 1912. 1933. Einstein fait un voyage aux États-Unis lorsqu'Hitler accède au pouvoir, nommé chancelier le 30 janvier 1933. Lorsqu'Einstein avait quitté Berlin, il avait pressenti cette accession au pouvoir et avait décidé de ne plus revenir en Allemagne. Le nouveau gouvernement allemand le destitue de ses fonctions, lui confisque tous ses biens. Einstein démissionne de l'Académie des sciences de Berlin et s'installe définitivement aux États-Unis. Il obtiendra la nationalité américaine en 1940. 2 août 1939. Albert Einstein écrit au président Roosevelt: « Rendant compte de l'état des découvertes scientifiques, il est désormais possible de fabriquer la bombe nucléaire. » 2 août 1939. Monsieur, un travail récent de Fermi et de Szilard, dont on m'a communiqué le manuscrit, me conduit à penser que l'uranium va pouvoir être converti en une nouvelle et importante source d'énergie dans un futur proche. Certains aspects de cette situation nouvelle demandent une grande vigilance et, si nécessaire, une action rapide du gouvernement. Je considère qu'il est donc de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivantes. Au cours des 4 derniers mois, grâce aux travaux de Joliot en France et ceux de Fermi et de Szilard en Amérique, il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium, laquelle permettrait de générer beaucoup d'énergie et de très nombreux nouveaux éléments de type radium. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes, et l'on peut concevoir, même si ici il y a moins de certitude, que des bombes d'un genre nouveau et d'une extrême puissance pourraient être construites. Une seule bombe de ce type transportée par un navire et explosant dans un port pourrait en détruire toutes les installations ainsi qu'une partie du territoire environnant. On estime néanmoins que des bombes de cette nature seraient trop pesantes pour être transportées par avion. Les États-Unis n'ont que de faibles ressources en uranium. Le Canada est assez bien pourvu, ainsi que l'ancienne Tchécoslovaquie, mais les principaux gisements sont au Congo belge. Devant cette situation, vous souhaiterez peut-être disposer d'un contact permanent entre le gouvernement et le groupe des physiciens qui travaillent en Amérique sur la réaction en chaîne. Une des possibilités serait de donner cette tâche à une personne qui a votre confiance et pourrait le faire à titre officieux. Cette personne devrait être chargée des missions suivantes. Petit a. Prendre la tâche des différents ministères, les tenir informés des développements à venir, faire des propositions d'action au gouvernement en accordant une attention particulière à la question de l'approvisionnement américain en uranium. Petit b. Accélérer les travaux expérimentaux qui sont actuellement menés sur des budgets universitaires limités en leur apportant un financement complémentaire, si besoin est, grâce à des contacts avec des personnes privées désireuses d'aider cette cause et en obtenant peut-être la collaboration de laboratoires industriels disposant des équipements requis. J'ai appris que l'Allemagne vient d'arrêter toute vente d'uranium extrait des mines de Tchécoslovaquie dont elle s'est emparée. Le fils du vice-ministre des Affaires étrangères allemand, von Weizsäcker, travaille à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin, où l'on a entrepris de répéter des expériences américaines sur l'uranium. Voilà ce qui explique peut-être la rapidité de cette décision. Sincèrement vôtre, Albert Einstein.
Novembre 1945. 3 mois après Hiroshima et Nagasaki, Einstein lance un cri d'alarme sur les dangers de la bombe à fission nucléaire qui devait en partie son existence à sa propre théorie atomique. Albert Einstein fait une proposition révolutionnaire. Il écrit « Je ne crois pas que le secret de la bombe doive être donné à l'Organisation des Nations Unies. Je ne crois pas qu'il doive être donné à l'Union soviétique. Le secret de la bombe doit être confié à un gouvernement du monde. Un tel gouvernement doit être fondé par les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, les seules 3 grandes puissances disposant d'une grande force militaire. » Einstein était un pacifiste. Peu avant sa mort, le 18 avril 1955, à Princeton, New Jersey, il signera avec d'autres prix Nobel le manifeste Russell-Einstein, appelant les grandes puissances à rechercher des solutions pacifistes aux conflits mondiaux. Le sentiment de culpabilité d'avoir indirectement contribué à la fabrication de la bombe atomique le hantera jusqu'à la fin de ses jours, regrettant d'avoir écrit cette lettre à Roosevelt le 2 août 1939. Il écrit « J'ai fait une grande erreur dans ma vie quand j'ai signé cette lettre, confessera-t-il au physicien prix Nobel Linus Pauling à la fin de sa vie. » En 1946, Einstein est aux États-Unis et fervent admirateur de Django Reinhardt. Il lui écrira cette lettre dans laquelle il lui exprimera son espoir de le rencontrer un jour. 15 septembre 1946. Cher Monsieur Reinhardt, en juillet dernier, je fus convié à participer à New York à un colloque sur la paix dans le monde. Le soir venu, avec quelques amis, nous nous sommes rendus au Café Society à Greenwich Village afin d'assister au concert donné par Duke Ellington, car on nous avait informé que vous étiez maintenant membre de son orchestre. Et telle ne fut pas notre surprise de constater votre absence. À la fin du concert, j'allais féliciter M. Ellington pour sa prestation pianistique et la grande qualité de son orchestre. Il nous présenta la très chaleureuse Rosetta Tharpe, qui assurait la première partie de la soirée. C'est une femme très douée, pourvue de grande qualité morale, s'accompagnant d'une étrange guitare, possédant en son centre une espèce de couvercle de métal vibrant, engendrant un son envoûtant, correspondant parfaitement à son répertoire au caractère très spirituel. Vous pensant quelque peu souffrant, j'interrogeai M. Ellington, qui eut l'air navré de ne pas satisfaire ma requête, ne sachant pas où vous étiez présentement. Il me rassura sur votre état de santé et me confia que la veille au soir, vous étiez dans une forme électrique. C'est le terme qu'il a employé. J'en déduisis que vous étiez en bonne santé tout en constatant que M. Ellington avait une conception quelque peu personnelle de l'électricité. Très posément, il me fit votre éloge vantant vos qualités d'expression hors normes, laissant même ses propres musiciens, dont le jovial Freddie Guy, subjugués par votre facilité à changer de tonalité dans l'improvisation. J'ai cru comprendre que vos habitudes étaient peu compatibles avec la rigueur imposée par les tournées américaines, et comme je vous comprends. Toute ma vie, j'ai lutté pour la liberté et je continue à lutter contre toutes les contraintes susceptibles de juguler l'esprit créatif si cher aux musiciens comme aux scientifiques. Vous et moi sommes de la famille des déracinés. Quelque part, nous sommes des incompris. Et je serai le plus heureux des hommes le jour où je vous serrerai la main. Et ce jour-là, nous pourrions échanger, si vous n'y voyez pas offense quelques notes, vous et votre guitare, que beaucoup considèrent comme exceptionnelle, et moi avec mon violon, un Aegidius Klotz, de très bonne facture, que ma mère avait exigé de mon père qu'il l'acheta afin que j'entreprenne une carrière de violoniste, car tels étaient ses désirs. J'en joue encore un peu à l'occasion lorsque j'ai besoin de ressentir, et je pense que vous me rejoindrez sur ce thème, la sphéricité du tout, qui est si peu de choses comparée au vide créateur. Nous nous rencontrerons un jour, j'en suis sûre, car rien n'est établi. Sincèrement vôtre, Albert Einstein.
le nom d'Albert Einstein, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, restera toujours considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.